Top sur Top, le podcast du peuple du ping français. Salut à toutes et à tous, vous êtes bien dans Top sur Top, votre émission de débat, votre podcast sur l'actu ping professionnel. Et moi je suis accompagné comme d'habitude de Damien Laterne. Salut Damien. Hello, salut à tous, salut à toutes. Salut Foucault, comment ça va? Salut Noah, ça va très bien. Je suis accompagné donc de Damien et de Foucault Simonin pour le deuxième podcast qu'on enregistre dans la journée. C'est la première fois qu'on le fait. On l'enchaîne après celui sur notre débrief du Singapour Smash pour nos Français, pour donc la délégation tricolore. On a fait une heure, un peu moins d'une heure, aux alentours d'une heure de podcast. On a débriefé tout le parcours de nos 8 tricolores qui ont été engagés dans le tableau principal, et puis même de ceux qui étaient en qualif, des Sœurs Lutte, d'Audrey Zarif, etc. Et même la dernière échappe de Léana Auchard. Et puis maintenant, forcément, on va débriefer, on va analyser, décrypter le parcours de tous les joueurs internationaux, donc pas tous, mais on va analyser les principales déceptions, surprises, et les perfs, et même les satisfactions. Et puis, les habitués. On va analyser aussi ceux qui ne nous ont pas vraiment surpris, en bien ou en mal, mais tout ce qui a été réussi, tout ce qui a fait ces 11 jours de Smash. Et je pense qu'on peut commencer peut-être pour quelque chose qui nous semble évident par les 2 victoires des habitués, comme j'ai dit maintenant. C'est de coutume maintenant de les voir triompher en Smash. Sun Yingxia, Hong Chushin, meilleurs joueurs mondiaux, numéro 1 mondiaux tous les deux, 5e victoire en Smash en 10 Smash. Foucault, hégémonie totale. Bah ouais, c'est dommage, on voit des surprises, etc. Et au final, c'est les deux mêmes qui gagnent. Hein. Donc ouais, c'est un règne, on peut dire. Et surtout pour Sun Yingxia, c'est une domination sur partage. Tu avais dit comme chrono que Wang Manyu elle a gagné contre elle et passer devant elle au classement. Bon pour l'instant on a vu que elle restait légèrement plus forte, même si encore une fois à chaque fois qu'on voit des Sun Yingxia Wang Manyu c'est des matchs de malade où on voit clairement la différence aussi avec le reste du circuit et on se dit c'est quand même parfois pas le même sport quand tu vois les européennes, etc. et des matchs du style Sun Yingxia Wang Manyu. Mais je trouve qu'on a vu une Sun Yingxia plus en doute que sur d'autres compétitions. Sur certaines compétitions, elle enchaînait les 3-0. Là, on a vu qu'elle elle perdait des 7 parties par-ci par-là, même contre Paranang premier tour. Donc elle a fait aucun match où elle perd aucun set. Donc je crois que c'était une compétition, elle a gagné son partage, mais le plus important c'est qu'elle gagne quoi. Donc ouais. Et du côté masculin, Choukin, j'ai trouvé que le match où il a le plus douté finalement c'est contre Lind, où là pour le coup c'était vraiment chaud quoi. Parce que même si te gagne 3, finalement ça se joue à rien pour qu'il tourne à 2-1. Lind il est souvent en avance sur les 7 et donc au final il est vraiment chaud. On voit que au-delà de c'était sa mauvaise passe, etc., on voit qu'il est vraiment gêné par le jeu de Lind, un peu lent, un peu particulier on va dire. Mais juste avant, il met un 3-0 à Togami. Donc, finalement, mis à part ce match, c'est un peu frustrant. Le match contre Zhang Weijin est quand même frustrant parce que, Zhang Weijin était gêné. Et donc, finalement, on n'a pas vu un match qu'on aurait pu voir. Donc, c'était un peu frustrant. Mais sinon, on a vu, Wang Choukin, moi, c'est vraiment, il m'a impressionné, quoi. Il a dominé cette compétition du début à la fin, sauf ce petit double contre Lind, mais en tout cas, ouais. Non, en tout cas. Imbattable actuellement, Damien. En tout cas, sur le format 4-7, il y a eu un vrai switch dans le tournoi, très clairement pour Wang Choukin, parce que il y a eu quand même un très bon match contre Togami auparavant, mais vraiment le match contre Lind,
je l'ai rarement on sait que l'aspect psychologique, on l'avait vu un peu aux Jeux Olympiques, c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à douter sur des séquences, sur des joueurs un peu atypiques. Et face à Lind, j'ai eu l'impression des fois que la cocotte minute, elle allait un peu exploser. Très clairement, Lind a rendu le match vraiment pour que Wang Chuqin brille absolument pas. Et très clairement, vraiment à 7-1 au troisième, je me suis dit bon bah Lind va mener 2-1, là il va falloir aller chercher au forceps. Et finalement, j'ai l'impression que à 7-2, le fameux temps mort de Lind, bah, le tournoi de Wang Chuqin, il a réellement commencé à ce moment-là. Et encore, je trouve que son niveau de jeu était pas exceptionnel. Mais vraiment, dès que le tournoi est passé en 4 manches gagnantes, il y a eu un switch énorme. Bon, Yang Weijin, peut-être pas forcément au top de sa forme, mais le match contre Félix, le match contre Li Yonju, bon là c'était le vrai Wang Chuqin. Là très clairement, c'était celui qui a gagné les Coupes d'Asie. Globalement, on a vraiment retrouvé en Wang Chuqin celui qui, depuis le début de l'ère WTT, est l'homme dominant du circuit. Donc, ouais, très clairement, à partir des 4 manches, vraiment, on a senti vraiment le phénomène numéro 1 mondial. Et puis, par rapport à Su Ningxia, autant en Coupe d'Asie, elle avait été vraiment monstrueuse du début jusqu'à la fin, des matchs que j'ai pu regarder un petit peu après. Autant là, sur ce grand match, les montées tranquillement en puissance. Des matchs pas extraordinaires face à Inayata. J'avais vraiment eu l'impression qu'elle a joué un petit peu un match à gagner les 4 manches qu'il fallait. Et qu'en soi, je la trouvais pas hyper dynamique. Et par contre, là où j'ai trouvé, là un peu à l'image de Wang Chuqin, où ça a switché, c'est à partir du match contre Chen Yi, où là, très clairement, Chen Yi, à part sur un set, a quasiment pas existé. Et là, j'avais vraiment eu cette impression que, en fait, son tournoi, elle commençait en demi-finale. Hein? Ouais, je suis dur. On perd le deuxième 4-12, le dernier 12-10. Oui, c'est serré. Là où elle la bat quand même à l'US Match, donc il y avait une revanche à prendre. Même si je crois qu'elle a perdu un match entre temps de Cheney, mais il y avait une revanche à prendre. C'est. Quand je dis que peut-être c'est un peu sévère de ma part. C'est un 4-1 qui est serré, qui n'est pas donné de la part de Cheney. Oui, mais sauf qu'il y a quand même des sets. Comme le 4-2 d'Ayata. Il y a des sets marqués, je trouve quand même les sets que gagne Su Ningxia, à part ces 2 sets serrés, les 2 autres sets, et même globalement, je trouve qu'elle est tout le temps devant. En fait, globalement, c'était une Su Ningxia un peu qui était un peu dans une forme de montée en puissance, mais aussi un peu de sélection, un peu des sets où il fallait qu'elle se mette vraiment dans une dynamique. Parce qu'il y avait quand même des matchs où je la trouvais pas forcément autant en explosive que d'habitude. C'est ça que je voulais dire. Et je trouvais que face à Chen Yi, je l'avais retrouvé quand même dans cette explosivité. Et que je trouvais que, hormis ces 2 sets serrés, j'avais vraiment l'impression quand même que dans certains phénomènes de jeu, Chen Yi, ça reste quand même une joueuse on peut en parler par exemple dans les bonnes surprises, mais qui pour moi est pas de cette classe-là. Et la finale qu'on voit contre Wang Manyu, on voit très clairement que ces deux-là sont dans une autre planète dans le ping féminin actuel. Elles arrivent à mettre en place des séquences de jeu, uniques, des diagonales en revers, en coup droit, où t'as l'impression que les points vont jamais se finir. Voilà, globalement, non, c'est 2 joueuses extraordinaires, et Su Ningxia est une fille qui est au-delà de son niveau de jeu et aussi est très très forte pour gagner les points importants. À chaque fois, c'est très rare de l'avoir paniqué. Et c'est ça qui est fou. Et je pense que c'est vraiment une modèle pour beaucoup d'athlètes. Elle a une capacité à jamais douter. Et ça, c'est pour ça aussi que depuis 2 ans, c'est la reine du circuit. Et c'est aussi pour ça que pour l'instant, elle est en positif sur Wang Manyu. C'est vraiment dans cet aspect de... Il n'y a rien qui peut l'atteindre, et en gros, globalement, je suis la reine et je gagne, quoi. Même si je suis pas mon meilleur, je gagne. C'est ça. Un mot pour décrire Su Ningxia, placide. Ouais. Ou impassible. Impassible. Il peut tout lui arriver, au final elle remporte le match. Je sais, elle a très peu de défaites, comme Wang Chuqin, forcément, quand on est numéro 1 mondial et qu'on la suprématie et la domination est aussi outrageuse sur le circuit. Moi franchement, je pensais que sur les prédictions, c'était vraiment honnête. C'était pas pour dire quelque chose que je pensais pas. Je pensais que Wang Manyu allait pouvoir un peu plus résister. Et là, sur leur match, notamment sur le 5e set, Wang Manyu mène assez largement. Et mène
ou mène tout le set. Soit elle mène de 3-4 points, soit elle mène même d'un point, mais elle mène tout le set. Et alors qu'on sait que Manu est quasiment infaillible mentalement, Suning-Cha est au-dessus d'infaillible mentalement en fait, et arrive à renverser une joueuse qui justement a très peu de défauts au niveau du mental. Donc ouais, c'est vraiment à mettre à son crédit, et je trouve que c'est assez dingue, et pareil, comme tu as dit, en fait, elle est allée chercher ses sets. Elle est allée chercher les 4 sets qu'il fallait, ou elle est allée chercher les 3 sets qu'il fallait, parce qu'elle ne gagne pas un match sans que son adversaire inscrive de sets. Donc Paranong 1-16, Samara 1-16, Shizuniao, qui fait un super match, Shizuniao, hein, comme Ayata et comme Chenny. 1-7 Shizuniao, 2-7 Ayata, 1-7 Chenny. Et puis en finale, même Manu, hein, 2-7. Tu me poses pas à la belle, t'en marques pas aucun. Mais je vais te montrer que je suis la meilleure du monde, et puis tu rentreras chez toi, tu auras dit je me suis pas pris 3-0, je me suis pas pris 4-0, et puis mais je vais pas dire tir à pleurer parce que c'est très dur, mais tu viens, tu prends ton set, je suis gentil, mais tu prends aussi ta défaite. Et Wang Chuqin, pareil, match bascule, par contre, t'avais raison, Andersing, c'est un peu le match qui lui fait comprendre qu'il va falloir. Enfin, j'espère que vraiment c'est un match bascule, parce qu'après il y a le match contre Yang Jin où c'est très dommage, parce que Yang Jin d'ailleurs fait son retour dans le top 10, on va en parler après. Et justement, avec ce 4-0 sur une blessure, c'est un peu moche. Mais après, voilà, il montre contre Phoenix ou contre Inyo, pareil, je suis le meilleur joueur du monde, et les gars, on n'est pas dans la même, on joue pas dans la même cour. Il y a moi, il y a vous, top 2 à 10, top 2 à 8. Après, il y a top 9, je sais pas, top 20. Il y a 3 cours différentes, et puis il y a la cour numéro 1, et vous n'êtes pas conviés, en fait. Vous n'êtes pas conviés au tournoi. Je suis tout seul, je vais le gagner. Jouer avant. Maintenant, moi, je suis chez les adultes, je suis chez les enfants, et puis on se retrouve après. On se retrouve, on fait notre match. C'est pas une exhibe, hein, mais pour lui, c'est victoire, et puis à plus. Hein. Il y a que Anderson qui l'a, comme vous avez dit tous les deux, hein, il y a que Anderson qui l'a un peu fait trembler, et au final, Anderson, il lui met 3. Alors c'est ça qui est dingue. Le constat, c'est qu'il n'est pas poussé à la belle une seule fois sur le tournoi. Alors que Anderson l'a fait trembler, il lui met qu'un seul set. Qui poussait le premier, après il se réveille, et c'est comme ça. Et par contre, ouais, Yang Jin et Chenny, pour moi, c'est les deux belles surprises qui confirment leur montée en puissance depuis quelques mois, ou quelques tournois plutôt pour Yang Jin, sur la scène internationale. Oui, il débute très bien la saison, Yang. Franchement, il débute très très bien la saison. On retrouve l'explosivité, on retrouve cette capacité-là, vraiment. C'est un joueur qui est très dominant sur la table, en coup droit. C'est un joueur qui est extrêmement puissant, qui prend la balle tôt, qui de temps en temps aussi est capable très très loin de la table. On a l'impression que le point est fini, et non, la balle revient. En plus, c'est un joueur, je trouve, qui en coup droit a énormément touché. Par contre, en revers, c'est plus compliqué. Mais quand il arrive vraiment à orienter tout le jeu autour de son coup droit, c'est vraiment un joueur qui est très 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 dangereux. Son match face à Wenrubo, il est excellent. Non, vraiment, c'est comme tu dis, c'est dommage qu'il soit pas à 100% contre Wang Chuqin, parce que déjà de base à 100%, c'est un match compliqué. Mais au moins, on aurait peut-être vu une bagarre, des sets gagnés par Yang Jin, et on sait que Wang Chuqin, quand on commence un petit peu à rentrer un peu dans le même phénomène de jeu, dans le même niveau, comme je disais, quand je dis que Wang Chuqin n'est pas le plus implacable pour l'instant, moi j'estime qu'il n'est pas encore aussi implacable qu'un Ma Long ou un Fan Zhendong précédemment. C'est que justement, j'aurais voulu voir un Yang Jin à 100% au vu de ce qu'il est capable de faire face à Wang Chuqin. En plus, après avoir eu le Undersling Gate entre guillemets, où j'avais vraiment eu l'impression d'un Wang Chuqin passablement agacé. Donc ouais, un peu dommage. Ça a peut-être aussi un peu lancé sa compétition en même temps. Donc ouais, Yang Jin, ouais, vraiment très très bon. Et Chenny, Chenny, j'aime bien. Déjà, c'est un profil morphologique différent, un petit peu dans le ping féminin, un peu plus grande, un tout petit peu moins dans la vitesse, mais par contre une joueuse qui est très forte en coup droit quand elle arrive à prendre son pivot, qui claque la balle, c'est une balle qui arrive vite, qui gigue vite. Elle a des schémas de jeu aussi qui sont un tout petit peu différentes. Pareil, un tout petit peu moins dans la diagonale revers, comme on peut voir beaucoup dans le ping féminin. Et
Ouais, j'aime bien cette joueuse dans le sens où ça offre un peu de la diversité et en même temps, bah ouais, demi-finale, des belles victoires et vraie belle surprise chez Ni sur un tournoi où en plus elle a pas eu non plus un plateau très facile à aborder. Donc hormis le premier tour, chez Ni elle affronte Hashimoto, elle le gagne quand même 3-7-0. Elle a ensuite Chen Jingtong qui gagne 4-0. Bref, c'est vrai bon tournoi de Chenny et en plus, comme je disais, d'un point de vue juste puriste et supporter de ping, ça donne quelque chose de différent. Donc vrai bon tournoi aussi pour Chenny. C'est une prise. Ouais, moche. Globalement d'accord. En fait, la surprise, c'est presque plus les scores que la performance pour Chenny. Parce que mettre 4-0 à Shinto, vraiment, c'est assez étonnant, même s'il y a 2 sets qui vont à la belle. Mais ouais, globalement, une belle surprise. Après, bon, elle peut rien. Elle se passe bien contre Sun Ninja, mais bon, on peut pas faire grand chose contre Sun Ninja, mais elle fait des super matchs. Elle a un premier tour pas si facile que ça avec Polkanova quand même. Et elle s'en sort, et finalement, après, elle fait, ça la lance et elle perd pas un set en 3 matchs. Donc, ouais, c'est une belle surprise. Après, voilà, chez Nice, ça reste une top 10. Donc, finalement, je trouve qu'on peut l'attendre à ce niveau-là. Pour John Woodin, c'est vrai que John Woodin, pour le coup, je trouve qu'il souffle le chaud et le froid. Parfois, il peut se faire surprendre et parfois, il fait des super compètes. Là, c'était une super compète. Malheureusement, j'aurais bien aimé en voir un peu plus contre Manchukin parce que je voyais sur ce début de match où il arrivait à gêner, il y avait des sets serrés et finalement, bon, à la fin, c'était Manchukin qui gagnait 7, mais c'est frustrant, notamment le deuxième set où il mène la majorité du temps, il mène 8-5, etc. Et finalement, il se fait rattraper en prenant pas un point sur la fin. Ouais, frustrant de pas pouvoir l'avoir vu un peu plus sur Manchukin. Mais malgré tout, ça reste une super perf d'aller en quart en battant Sora Matsushima qui est quand même un super joueur. Et avant, en galérant quand même un peu contre Sidorenko qui est quand même toujours sous-classé parce que forcément il a pas pu jouer sur le circuit de WTT pendant longtemps. Mais ouais, il avait une très belle compète et Tu continues de monter, c'est vrai qu'il est passé 43e. Il est passé combien? 40. Sidorenko? Ouais. 43. Mais voilà, du coup, John Woodin, il va monter. Donc, ouais, c'est une compète. J'espère que sa blessure est pas trop grave. C'est surtout ça. Ouais, c'est ça. J'espère que la blessure de Yangujin non plus est pas trop grave parce qu'il ne cesse de nous surprendre depuis ce début de saison. Tu l'as dit, il enchaîne quand même Wenrubo qui fait pareil un très bon début de saison avec que ce soit sa finale à Doha et sa victoire sa finale sa finale à Doha Wenrubo. Et après il enchaîne avec Sidorenko qui fait pareil un super début de saison. Et puis aussi évidemment il gagne à Mascate Wenrubo, donc il bat Wenrubo 3-0 facilement. Il enchaîne avec une victoire à la bec sur Sidorenko à l'arraché alors que le match n'était pas du tout donné. C'est un deuxième tour très compliqué parce que sinon en plus il aurait dû soit scoltiner Sidorenko soit Assar. Puis il enchaîne avec Sora, bon, je vais pas dire que c'était un match facile, mais il le domine quand même dans bon nombre de compartiments du jeu et enfin il a vraiment asphyxié et j'ai vu un Yangujin vraiment au-dessus de Sora alors que pourtant Sora depuis quelques mois on dit qu'il va faire figure de top 10 voire même de top 5 qui va pouvoir s'y établir alors que là Yangujin a dominé la tête et des épaules de son match et après pareil la déception du quart contre Manchukin de cette blessure qui finalement réduit à néant ses espoirs de demi, voire de finale, ou même tout simplement de faire une vraie rencontre entre Manchukin et potentiellement le pousser un peu dans ses retranchements.
C'est dommage. Maintenant, il fait déjà un super parcours. Il fait un début de saison qui est dingue. En coaching entre sa finale à Doha, aux Champions de Doha, pas au Star Contender comme Wayne Rubo, sa finale à Doha, là son quart de finale à Singapour, et puis il finissait déjà 2025 en trombe, hein, avec sa demi-finale à Montpellier notamment. Donc ouais, Yang Ho-Jin, faut compter sur lui. Maintenant il est top 10, c'est un top 10 qui est, comme je l'ai dit, en pleine bourre, qui arrive avec un gros niveau de jeu depuis le début de saison, qui a pas beaucoup de points à défendre, enfin qui a beaucoup de points à défendre, qui va pouvoir, sur qui c'est des plus petites perfs, donc pas très hautes, 90, 175 deux fois. Donc il va pouvoir aller, avec les perfs qu'il fait actuellement, il va pouvoir encore monter au classement et peut-être potentiellement dépasser Chiang Peng dans les mois qui vont suivre. Et puis côté féminin, comme je l'ai dit, il y a une des grosses surprises, c'est Chen Yi. Et Chen Yi, finalement, ça m'étonne pas vraiment. Parce que j'avais regardé, je l'avais pas mal scruté à l'US Match. C'est une joueuse qui m'a tapé dans l'œil, qui m'a vraiment plu. Et je continue à regarder beaucoup de ses matchs. Et voilà, elle perd pas un set. Enfin, sur 17, elle en perd pas un seul contre Chen Xingtong, Honoka Hashimoto. Et puis son deuxième tour contre Serling Tian, White singapourienne. Mais c'est quand même dingue de rien perdre contre Hashimoto. Et puis Chen Xingtong, qui est maintenant, qui est passé top 3. Et puis surtout que Chen Yi, il y a à peine un peu plus d'un an, au début 2025, elle était encore 39e mondiale, avec comme plus grosse perf, une victoire sur un feeder et une finale sur un contender. Et maintenant, je vais vite fait vous dérouler ses meilleures perfs. C'est finale à l'US Match, puis demi donc à Singapour, demi à l'Europe Smash, demi au final. C'est une joueuse sur qui il faut compter, c'est une joueuse qui a un excellent niveau de jeu, qui a un excellent coup droit, comme tu l'as dit Damien, qui dénote un peu avec le reste du circuit féminin, et ça j'aime bien, et c'est ce qui fait que je prends énormément de plaisir à la regarder, et donc vraiment faut compter sur elle, elle va faire, et ce qui me fait, je vais pas dire peur, parce que évidemment c'est le meilleur du monde, elle le mérite, mais dans un de nos derniers podcasts, j'avais dit qu'on n'a plus de Big Five chinois. Et puis on m'a fait remarquer qu'on pouvait considérer Zhou Yuling comme une chinoise qui a été formée à l'école chinoise, qui même si elle joue plus sous la bannière chinoise, elle reste chinoise. Si on considère Zhou Yuling comme chinoise, même si c'est son choix maintenant de plus concourir pour la Chine, on n'a plus un Big Five, mais un Big Seven chinois. Et je vais pas dire que ça fait peur, parce que ça pourrait être mal vu que les Chinois me fassent peur, mais c'est juste que qu'il y ait une aussi grosse domination, c'est pas forcément bon pour notre sport. Enfin, vous savez, ça le rend moins attractif, mais la domination est encore plus exacerbée avec Chen Yi et Wang Yidi qui repasse top 6, top 7 mondial, et Miwa qui redescend top 8. Il y a plus de place pour le Japon. Par exemple, là, Chen Yi, tout juste dans le... Enfin, Chen Yi, si Zhou Yuling avait continué à être chinoise, on aurait une chinoise top 7 qui ne serait pas dans le cut pour les champions, pour les Smash. Et Chen Yi ne sera pas dans le cut pour les champions. Ça, c'est dingue. Ça, c'est dingue quand même. Et c'est montrer à quel point on a eu un circuit homme qui a, entre guillemets, il y a eu des séquences dans l'histoire, n'a jamais été, entre guillemets, aussi peu dominé par la Chine, hormis Wang Shuqin en tout cas, et Li Qindong aussi. Là, chez les femmes, c'est le fait inverse. Là, c'est énorme. Là, dans le par équipe, le sélectionneur chinois Malin, bon, il y aura les deux, mais la troisième joueuse, il y a pas mal de filles qui peuvent concourir d'ici à Londres dans quelques mois. Donc là, non, c'est une équipe de dingue, quoi. Ça va être la Dream Team, quoi. Je vois pas qui pourrait même pas les empêcher de gagner les championnats du monde, les embêter, les titiller. Ouais, t'arrives en face, t'as les 3 Avengers, c'est un peu compliqué, quoi. Et tu peux rien faire, quoi. Donc, ouais, moi non plus. Du côté masculin, ça sera mieux, mais du côté féminin, je pense qu'on sait déjà les gagnants. Voilà. Petite, pas surprise, mais finalement, je sais même plus si elle m'étonne. Vous allez me dire si elle continue. Si elle vous étonne, elle étonne Damien. C'est sûr qu'il la voyait pas si haute. Sabine Winter, maintenant 11e mondiale, après ce Singapour match. Et sa demi face à Wang Mengyu.
qu'elle perd 4-1. Elle perd 4-1, mais surtout une demi très serrée quand même, parce que il faut le dire elle perd la première manche aux avantages 15-13, elle remporte la deuxième 11-7, puis elle perd la troisième 8-11 alors qu'elle menait. Elle perd la troisième 8-11, mais surtout elle perd la quatrième 11-9 alors qu'elle menait 8-1. Donc elle a vraiment pas, elle a plus à être dégoûtée qu'à rougir de sa de sa prestation contre Wang Meiyu. Surtout qu'elle bat précédemment Mimaito. Non, elle bat pas Mimaito, pardon. Elle bat Wang Yidi, Zhu Yuling, Fuyu et Salim Moyland. Et puis surtout que Wang Yidi l'avait battue en finale à Montpellier. Donc elle a pris sa revanche et puis elle s'est imposée quand même avec une petite marge sur les 7 qu'elle a remportées contre Zhu Yuling. Et donc une top 6 et une top 4 en 2 matchs. Avant de s'incliner contre Wang Meiyu, c'est quand même un énorme tournoi. Damien, je te laisse commencer, ou peut-être Foucault? Ouais, mais je vais commencer quand même. Parce que. C'est top 10 dans la prédiction. Elle est top 11. Pas si loin de la 10e. Ouais, c'est pas à moi de le dire, mais c'est vrai que j'ai été très fort là-dessus. Non, mais c'est fou, ouais. C'est fou, le match contre Wang Yidi, pour moi, il est vraiment représentatif. Il y a 2 sets où Wang Yidi, elle arrive bien, et après, Sam Nutter, elle rentre dans sa tête, et on parle beaucoup de l'anti-libre, et c'est logique, elle joue avec ça, mais je pense que ça pourrait pas marcher avec toutes les filles du circuit de mettre un anti. Je suis pas sûr que ce soit un petit code que demain, n'importe quelle joueuse elle met un anti, elle gagne, parce que faut aussi voir la qualité du coup droit de Sabine Winter, parce que c'est exceptionnel, parce que dès qu'elle prend son coup droit, elle va gagner le point, quoi. Et donc c'est ça aussi qui fait que elle peut faire des perfs comme ça, quoi. C'est que elle va gêner avec son anti, l'autre va lui répondre en mettant une balle un peu molle, en poussant, et après elle gagne le point parce qu'après elle prend son coup droit et son coup droit il est ravageur, quoi. Donc c'est fou, je trouve ça trop bien parce que au moins ça met un peu de concurrence dans ce milieu très chinois, etc. Il y en a qui ont peur que que l'anti-top se généralise trop. Moi, je pense pas que ça va être le cas je pense que c'est surtout que l'anti-top correspond particulièrement bien au point fort de Sabine. Donc ouais, c'est un tournoi que je trouve exceptionnel, mais finalement dans la continuité de ce qu'on sait qu'elle peut faire. Et oui, ça me fait, en tout cas, ça fait beaucoup plaisir pour elle parce qu'elle a l'air d'être une fille très sympathique et en plus elle joue vraiment très bien et ça permet d'avoir un peu plus de diversité, quoi. Ça fait plaisir. Bon, Damien, tu croyais pas du tout au top 10 de Sabine, et plus qu'à un peu plus de 300 points d'y arriver. Remise en question. Accuser la barre. Moi j'avais parlé du prisme du jeu plus que du prisme du classement, parce qu'en effet avec le top 7 etc il y avait un monde où elle finissait top 10, j'avais quand même concédé, mais c'est vrai que sur le début j'étais quand même assez négatif. Très clairement, en fait moi la surprise que j'ai eue, c'est à quel point elle a gêné Wang Meiyu, et ça je m'attendais pas du tout à ça, et vraiment très clairement c'est ma surprise du tournoi, en fait, c'est à quel point, et tu disais, Foucault, à juste titre, c'est pas parce que tu mets un anti-top que tu vas gagner ou que tu vas gêner toutes les Chinoises qui se trouvent. Tu mets un anti-top en revers parce que t'as un coup droit qui est le feu, quoi. Et là, le coup droit de Sabine Winter, c'est le feu. Et en plus, elle peut l'utiliser de diverses façons. C'est ça qui est assez dingue. C'est pas uniquement juste, elle met des parpaings. Elle peut démarrer des balles lentes. Elle peut être sur un schéma de frappe. Elle peut être sur un schéma, même limite de low spin. Enfin, très clairement, elle a un coup droit. En fait, je pense que dans son staff, ils ont dû très clairement dire que grâce à l'anti-top, elle allait explorer toutes ses capacités en coup droit. Et là, c'est littéralement le cas. C'est ça me surprend. Je dois avouer que en fait, je savais que c'était une joueuse qui était forte en coup droit, mais je m'attendais pas à ce point-là. Et ouais, très clairement, elle a énormément gêné Wang Yidi sur la deuxième partie du match là-dessus. Elle a beaucoup gêné Wang Meiyu, même si on sait que Wang Meiyu,
peut avoir du mal des fois contre ces typologies de joueuses, à l'image de Ying Han, etc. Elle peut avoir un petit peu de mal contre des joueuses qui d'un seul coup coupent un peu le rythme du match. Mais bon, c'est Wang Manyu. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un set perdant et même un set, comme tu disais, Noah, où très clairement, on aurait pu être à 3-2. Donc franchement, un tournoi extraordinaire, surtout que, comme tu disais, tu rappelais le tableau, c'est quand même un nœud de crabe quand même. T'as quand même à chaque fois des joueuses de très très haut niveau, Zhu Ying, Wang Yidi. Bref, c'est franchement un tournoi extraordinaire et on disait dans la preview que si on plaçait une européenne capable d'aller dans le dernier carré, c'était Sabine Winter. Moi, je disais plutôt quart de finale parce que je pensais qu'il y aurait peut-être une Wang Yidi gagnante. Finalement, c'est même encore mieux, c'est demi-finale. T'as eu raison là-dessus, Noah. Et ouais, très clairement, c'est l'espoir européen pour intégrer ce top 10 et voire même peut-être plus haut, même si je pense que plus haut, ça sera plus compliqué. Mais vraiment, l'ajout de son anti-top et la façon dont elle travaille maintenant montre encore plus à quel point c'est peut-être même le meilleur coup droit du circuit. Hein. Sincèrement, j'aurais pas peur de le dire parce que franchement, sur ce tournoi-là, c'est vraiment frappant. Incroyable. Ouais, c'est sûr, comme tu as dit, c'est tout faire avec, et l'anti-top le met parfaitement en valeur. Sachant qu'en plus, justement, on a eu la chance d'avoir Luca en interview, que Pierrick a pu interviewer, et il nous disait, en fait, c'est pas un remède magique d'utiliser l'anti-top. L'anti-top, faut aussi le maîtriser, et elle le maîtrise très bien, même si elle peut faire encore plus de choses. Et justement, Luca disait à Pierrick qu'elle pourrait peut-être switcher un peu, tourner pour essayer d'utiliser l'anti-top avec le coup droit. Je pense pas que ça l'aiderait honnêtement avec tout ce qu'elle sait faire avec son coup droit, mais maintenant ouais, elle fait un énorme parcours. Et puis on avait 6 européennes en 16e, plus qu'une en 8e. Ça a été la seule à être présente en 8e, et c'était la dernière européenne, dernière escapée, avec tous ces asiatiques autour. Je pense même que c'était la seule non asiatique en 8e, et ça c'est dingue franchement. Vraiment, on va aussi préciser que énorme progression, énorme tournoi. On manque de superlatifs. Ouais, voilà, c'était bien la dernière européenne, la dernière non asiatique en 8e. Et jusqu'où elle pourra aller, je sais pas. Maintenant, il me tarde de voir une confrontation. Enfin, déjà, il me tarde de voir une revanche face à Wang Manyu, et il me tarde de voir également une confrontation face à Sun Yingxia, parce que je crois qu'on l'a pas vu dans les derniers. Enfin, dites-moi si je me trompe, mais ça m'étonnerait qu'on l'ait vu sur la dernière rencontre, sur les derniers tournois. Je m'en rappelle pas. Il faut aussi préciser qu'en 8e. Comment ? En 8e, il y avait les 16 têtes de série. Donc on avait eu une situation assez exceptionnelle. On a eu les 16 têtes de série en 8e. Donc aussi, c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'européenne. C'est que les 16 premières étaient les 16 qui étaient en 8e de l'étage. Donc c'est quand même une situation un peu particulière, même s'il y avait quelques matchs serrés avant où il y aurait pu avoir des surprises. Finalement, au début du tournoi, féminin, il n'y a pas vraiment eu énormément de surprises. Et puis tu vois, même le dernier match de Sabine face à Sun Yingxia, il remonte au Singapour Smash, mais de 2023. Et même l'avant-dernier, c'est Singapour Smash de 2022. Donc ça pourrait être intéressant de revoir une nouvelle confrontation entre ces deux joueuses-là. C'est vrai. Sinon, en fait, je cherchais les déceptions et les perfs sur le circuit, sur le tableau féminin. Comme tu l'as dit, en fait, on a les 16 têtes de série qui sont arrivés en 8e, donc il n'y a pas grand-chose à chercher, à trouver ou quoi que ce soit. Hein. La déception, c'est une Kwaiman, par exemple, qui perd contre Inayata. Ouais, voilà, par exemple. Mais encore une fois, pas négliger le niveau d'Inayata, mais on va dire que c'était un peu la surprise dans les non-surprises, c'était un peu la surprise de ce tournoi. Et puis même Chen Jingtong, par exemple, qui perd 4-0 contre Chenny, par exemple, ça aussi, c'était peut-être pas attendu avant le tournoi. Mais ouais, c'est vrai que le tournoi féminin, globalement, a mis en avant les meilleurs de ce sport. Chez les hommes, on peut peut-être relever le parcours de Patrick Francisca. Ouais, belle surprise. Belle surprise, mais je suis un peu moins étonné que la moyenne, dans le sens où je l'avais trouvé bon à Doha contre Félix. Il avait posé quelques problèmes sur le petit jeu. Je trouvais Francisca bon. Après, c'est vrai que sur le top 16, ça a été un peu plus compliqué. Mais
globalement, j'ai retrouvé sur ce tournoi la dynamique un peu de ce que j'ai vu. Je pense que Franziska, il est pas encore, c'est pas comme Dima Odverov par exemple qui, on sent, est de plus en plus en difficulté, il n'arrive plus vraiment à, et j'ai de plus en plus de mal à le voir performer maintenant dans des tournois à cette envergure. Mais alors par contre, Patrick Franziska, il montre encore que sur des schémas en 3-7 gagnants, c'est quand même un revers exceptionnel, c'est quand même un joueur qui a une main, c'est un joueur qui est intelligent, qui sait s'adapter. Le match contre Harimoto, il est peut-être même pour moi encore plus fort que sur le match face à Alexis, parce que je pensais pas qu'il pouvait battre Harimoto aujourd'hui encore. Donc ouais, non, franchement, gros tournoi de Patrick Franziska, et dans un tournoi relativement compliqué pour le clan allemand chez les hommes, parce que chez les femmes, au contraire, avec Sam Minter, ça a été quand même un super parcours. Globalement, ça a été le rayon de soleil côté allemand, parce que vraiment, il a fait 2 très grosses perfs, que quand même, s'il faut rester objectif, on n'attendait pas. Ouais, c'est clair. En fait, on sait que Patrick Franziska, il peut avoir des coups d'éclat. Il avait eu une super période. Moi, je me rappelle, avant les JO. Les JO, il n'avait pas été sélectionné. Et juste avant, il avait fait une super période qui avait fait une petite polémique sur sa non-sélection, d'ailleurs. Et là, on l'a un peu retrouvé. Même si, quand même, il a un premier tour où il galère sur Prang, ce qui est peut-être un peu étonnant. Mais ouais, il fait surtout une super perte contre Harimoto. Donc ouais, c'est la surprise de ce tournoi. Après, il perd contre le futur finaliste Limunju. Et c'est une surprise, mais on va dire que ça ne l'est pas autant que ça aurait pu être sur d'autres joueurs. Pour moi, c'est pas comparable, par exemple, avec un parcours comme Lilian Bardet à l'US Smash, parce que Patrick Franziska, c'est quand même un joueur installé, et on sait qu'il est capable de faire ce genre de paire. Et là, ouais, en tout cas, ça fait plaisir de le voir en forme, et ça a dû faire plaisir aux Allemands, parce que c'est vrai que, mis à part Franziska, c'était quand même un Smash relativement triste du côté allemand, notamment à cause de nos deux Français, Poré et Coton, ouais. On a perdu Foucault à cause de Poré et de Flavien Coton, oui. On a retrouvé Foucault. Donc, on a aussi... bon. Allez, en petite surprise, Foucault, tu voulais dire quelque chose d'autre? Parce que désolé, ça t'a un peu coupé. Oui, du coup, j'ai dit, à part ça, c'était quand même un smash globalement triste pour les Allemands, parce que, et notamment du fait, à cause des Français, comme Flavien Coton et Thibaut Poré. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? La petite surprise Wong Chun King, mais surtout la déception Kohlberg, qui perd au premier tour face à Wong Chun King et qui va encore reculer au classement. Ouais, Kohlberg, c'est compliqué. 1e. Ouais, c'est compliqué. Après, j'ai envie de dire, pour moi, la mauvaise surprise, c'est plutôt l'élimination d'Hugo Calderano contre Chen Yanyu, parce que déjà, il fait un deuxième tour contre Wong Chun King qui est pas très très bon. Il fait, voilà, c'est un début de saison un peu, entre guillemets, dans le rang qu'on classe Hugo Calderano, pas facile. C'est pas la meilleure séquence de sa carrière. Après, il nous a habitués de temps en temps à avoir des petits trous d'air, entre guillemets, dans les saisons, et on a eu notamment à l'inverse, c'est sa victoire à la Coupe du Monde, etc. à ce moment-là où on a l'impression qu'il était intouchable. Mais ouais, est-ce que c'est lié à un manque physique? J'ai l'impression plus physique que changement de matériel, parce que j'ai quand même l'impression que c'est quand même des joueurs qui sont capables de s'adapter, s'habituer assez largement, et je pense qu'il y a un panel de revêtements et de bois ou quoi que ce soit, où je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Non, ouais, peut-être une baisse physique. Il avait déjà dit qu'en fin de saison, il était un petit peu claqué. Donc, ouais, peut-être pas encore complètement récupéré de sa mi-saison un peu folle en termes de niveau. Et voilà, ouais. Moi, c'était ma surprise, hein, c'était ma déception, on va dire, sur le tournoi homme. J'ai pas d'autres noms qui me viennent en tête vraiment
que même Matsushima, bon, il perd contre Yangujin, entre guillemets, ça peut arriver. Yangujin, c'est quand même un gars qui est du top 10. C'est pas pareil, il n'y a pas nécessairement de problème là-dessus. Il y a énormément de points à défendre sur l'intervalle avril-mai. Là, ouais. Faudra être de retour, là. Hugo. Il y a Jorgic aussi qui perd premier tour contre Shenhua New. Oui. Ouais, Kjellberg pour moi c'est finalement dans la continuité de ses dernières performances où pour l'instant il n'a jamais réussi à trouver un niveau qui était le sien. Donc ça m'étonne à moitié, on va dire. Calderano c'est quand même plus étonnant et ça me montre qu'il est vraiment dans une mauvaise passe. Mais on sait que c'est comme ça avec Hugo Calderano et qu'il peut revenir. Voilà, donc il y a eu quand même d'autres surprises, mais c'était surtout des surprises, on va dire, plus légères, comme Poré qui bat Q, Fabien qui bat Douda. C'est des surprises, mais on sait leur niveau et on sait qu'ils peuvent rivaliser avec ce genre de joueurs. Donc ouais, sinon ça a été globalement une compétition. On a vu quand même les meilleurs. On n'a pas eu de parcours sensationnel ou en demi on avait des surprises. On a finalement eu des demi-finales qu'on va dire plutôt logiques vu les classements quoi. One Chukin, Félix Lebrun, Limonju, Orgard. À part l'absence de Calderano, finalement on n'a pas de grosse absence en termes de joueurs quoi. On a peut-être ce qu'on attendait. Pour finir, peut-être souligner le très bon tournoi de Shenhua New, non? On l'a dit, gros des têtes de série Jorgic et Calderano et qui étaient plus proches de disposer de Morgard. Oui, et puis en plus, je suis assez sévère avec Shenhua New sur les réseaux. Parce que c'est un joueur que je trouvais impressionnant en 2023 et je trouvais qu'en 2025, quand je l'ai redécouvert, entre guillemets, j'avais l'impression de voir le même joueur. Donc c'était un peu décevant, parce que je me disais, bon, quand tu vois la progression d'Ichino, quand tu vois la progression de Félix, alors qu'ils se sont joués dans ce tournoi-là, je me disais, bon, c'est étonnant que lui soit resté au même point. Là, il y a quand même des axes d'amélioration, je trouve, qui sont vus dans ce tournoi. Je trouve pas forcément sur le revers, j'entendais beaucoup de gens qui entendaient sur le revers. Ça reste quand même globalement à ce niveau-là encore un revers de relance de jeu, pas forcément un revers de rupture. Mais par contre, je vois qu'au niveau des jambes, il descend un peu plus, il est encore plus agressif. Il y a aussi des petites variations au niveau du service, il n'y a pas que le pioche. Enfin, bref, c'est un bon tournoi pour Shenhua New. Et comme on disait, derrière Lin Chinong et Wang Shuqin, il y a de la place côté chinois. Et là, peut-être qu'il y a un déclic chez lui qui se dit, maintenant, il y a la troisième place qui est largement possible dans la hiérarchie. Et faut que j'aille chercher Zhang Peng. Et j'ai vraiment ressenti ce tournoi-là parce que même à 3-0 contre mon regard, il a pas lâché. Il est resté un peu dans sa dynamique en se disant, bon, trop, on sait. Ouais, voilà, mais en étant mené 3-0 face à Trouge. Alors qu'il mène à chaque fois. Ouais, voilà, mais en étant mené 3-0 face à Trouge, dans la tête, en plus avec ces scénarios-là, on peut des fois lâcher. Non, il l'a pas lâché et Trouge était très, il était très soulagé après le match parce que il a vraiment eu l'impression que le match a failli complètement basculer contre lui. Donc ouais, non, très clairement, bon tournoi de Shenhua New. Mais j'ai envie de dire un peu comme ce qu'on pouvait attendre, mais c'est peut-être le premier tournoi, je trouve, où je vois une progression chez lui. Ouais, moi j'avoue que c'est vraiment un super tournoi. Ouais. Il te bat Jorgic premier tour, même Milos et Rezbicki, c'est quand même une belle prouesse. Et après Hugo et Kroos. Je pense que le match contre Kroos, j'avais l'impression plutôt que c'était Kroos qui déraillait que Shenhua New qui avait monté son niveau de jeu. Mais c'était peut-être qu'une impression perso. Et finalement, j'ai quand même trouvé que globalement, Kroos était meilleur dans le jeu, mais il était quand même pas loin, si on est honnête. Donc c'est une super compète pour moi. Et je vais me tromper, on verra ça dans les semaines, mois qui viennent. Mais ça va rester peut-être l'œuvre d'une compète et je pense pas qu'il arrivera à reproduire ce type
compète régulièrement, et peut-être que je me trompe, mais voilà, c'est mon avis. Un dernier petit mot avant de conclure peut-être sur les deux absents. Yang Jin-kun qui va encore perdre des places dans la hiérarchie chinoise, enfin qui tend à perdre des places s'il ne revient pas, mais pour moi c'était une bonne chose de pas se présenter sur ce smash et pas non plus au champion d'après, et qui est maintenant 13e mondial, mais qui au moins récupère un peu de sa blessure, et Kao Chen-Jui qui est totalement porté disparu. KO, je vais pas dire la mauvaise blague. Ouais, invisible, surtout que pour le coup, on voit plus Pangui Yin en ce moment que lui. Et puis pour Yang Jin-kun, j'ai envie de dire, est-ce que c'était pas le temps enfin de régler ce problème-là, ou en tout cas d'essayer de travailler sur ce problème-là au niveau de son dos, au niveau physique, parce qu'il y a la place. Très clairement, s'il revient à son meilleur niveau, il reviendra très vite dans les 3 qui vont jouer le simple, parce que pour moi, c'est 3 des meilleurs Chinois quand il est à 100%. Donc à voir si est-ce que on espère pour lui que c'est un forfait pour reconstruire sa saison et revenir dans la hiérarchie, en espérant que ce soit pas un forfait pour représenter quelque chose de plus grave. L'avantage moi déjà, c'est vrai que ça me fait un peu de la peine pour les Yang Jin-kun, parce que moi c'est un joueur dans le style de jeu que j'adore. Moi je me souviens toujours de ces matchs face à Simon Gauzy qui sont toujours extraordinaires. Donc moi je l'aime toujours sur le trépied, parce que à chaque fois qu'il y a les Yang Jin-kun dans un match, c'est presque à chaque fois des matchs qui sont super à regarder. Donc moi c'est un type de joueur que j'adore. Et la chance qu'il a, entre guillemets, c'est que malgré sa blessure, on n'a pas des Chinois qui surperforment et qui vont faire des résultats de fou. Alors on a Chen Wanyu sur ce match, mais sinon à part ça, il n'y a pas eu un résultat d'ensemble chinois où on se dit Yang Jin-kun en danger. On sait que s'il revient à son meilleur niveau, il est le 3e Chinois, et pour moi il pourra retrouver sa place, mais j'espère qu'il pourra revenir à ce meilleur niveau. Et dernier tournoi de Kao Chen-Jui, c'était début octobre, Chinese match. Ouais. Okay. Pareil, peut-être aussi des soucis physiques. On sait, mais aucune info. Ouais, le ping, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. C'est un sport, quoi qu'on en pense. Certaines personnes, en tout cas ceux qui écoutent le podcast le savent. Mais ceux qui découvrent le ping, on peut avoir des douleurs qui t'empêchent de jouer, et des fois des zones qui peuvent vraiment, que ce soit sur le poignet ou quoi que ce soit. Dès que t'as des douleurs au poignet, au genou ou quoi que ce soit, au coude, derrière t'es plus le même. Et bon, faut espérer que l'ami KO revient. Voilà, et Yang Jin-kun pareil. Pourtant il avait bien progressé, je trouve, KO. C'est dommage, parce qu'il avait battu Félix, notamment en début 2025, et il est passé d'un joueur que je trouvais très académique à un joueur beaucoup plus intéressant. Donc cette blessure qui lui a mis un coup d'arrêt, c'est quand même dommage. Donc en espérant le revoir, Il y a sur ses 2 meilleurs perfs, il passe pas un tour. C'est 90 points sur un champion, et le smash, parce que voilà, c'est dû à sa blessure, là, plus de compète depuis octobre. Donc on espère qu'il va pouvoir s'en remettre comme Yang Jin-kun, et même si lui ça fait plus longtemps, on lui souhaite le meilleur s'il écoute le podcast, même si ça m'étonnerait. Donc voilà, merci à vous deux pour l'épisode qui sortira sûrement mercredi ou jeudi dans ces eaux-là. On a quand même 4 feeders si vous voulez regarder du ping, il y a toujours du ping. Il y a 4 feeders qui vont s'enchaîner qui s'enchaînent à partir d'aujourd'hui, même à partir de lundi, puisqu'en podcast sera, comme j'ai dit, sûrement posté mercredi. Qui vont s'enchaîner donc jusqu'au 16. Varazdin, Otocec et Düsseldorf, enfin, ça fait que 3 d'ailleurs, ça fait pas 4. Et donc voilà, si vous voulez regarder du ping, il y a toujours du ping. N'hésitez pas à écouter le débrief du tournoi des Français qu'on aura sûrement sorti lundi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour recevoir à chaque fois la notif dès qu'on sort un épisode, et à aller sur nos comptes Insta et X pour être au courant de toute l'actualité Pongis internationale en temps réel.
Voilà, merci à vous deux pour le podcast et puis on dit à tous nos auditeurs à la prochaine. Salut. Salut à tous. Salut. C'était Top sur Top.